Sorry because I cannot speak much French, so I will introduce just a little bit, a few minutes in English. Sorry. So I think you all the you are all the member of our ASPPP, so you will know some of our activity in Human Science Encounter in Phnom Penh. So before this month, this is a second presentation, but last one that takes place in last week. So this is the second one. So we welcome all the researchers in Cambodia or in Southeast Asia to do a presentation of their research, so that we can share our research activity to all researchers and also students. And now we try to promote for students to participate, but some of them will find difficult with language. So it's still a problem. So we hope that more students will join. And if you want to do a presentation, you are very welcome to do a presentation too. And just send us the abstract and your biodata so that we find that. But in this time, because we have 2 more presentations left, and we will organize soon. So thank you. So welcome to our 3 speakers today. So you can start. Okay. Thank you very much for coming to this presentation on Sunday afternoon, late afternoon with this rain. Okay, my name is Karine Baxer. I'm a French anthropologist working in IRD, French Research Institute for Development. And we will present you our project, which his name is Global Med, ACT, which is a particular kind of pharmaceuticals, artemisinin-based combination therapy against malaria. So ACT, an illustration of the global pharmaceutical drug market in Asia and Africa. And it's a project funded by European Research Council for 5 years, and it starts last year in Benin and Ghana in West Africa, and it is just starting in Cambodia now. Sorry. I would like to ask you whether you prefer in English or in French, because in our announcement we put in French. Sorry. What do you think? Everybody speak French? Everybody speak French? My English is better, but if others only speak French, then I can try to understand. But the diaporama it's in English. We can speak English. in French. Okay. And it's as you want. But ask the others. French or English? Hein? We can have both. C'est en anglais là, on peut faire en français si certains préfèrent le français. Mon anglais n'est pas d'un niveau très élevé comme vous avez pu voir, mais... So, because our announcement Ok, donc en français. start in French. Ok. Comme on l'a annoncé en français, donc on va le faire en français. Oui. Mais les diapos sont en anglais. Ça peut être étonnant un petit peu de travailler sur le médicament en anthropologie. C'est un projet majoritairement d'anthropologie et un petit peu d'épidémiologie. Mais c'est majoritairement de l'anthropologie et de la sociologie. Donc le médicament est un très bon objet anthropologique pour analyser les sociétés contemporaines et comprendre les dynamiques et les enjeux de nos sociétés. Parce que c'est un objet donc, qui a plusieurs aspects, qui est à la fois scientifique, thérapeutique, populaire et marchand. Et par ces différents aspects, donc, il est d'un intérêt grand en anthropologie, puisqu'il met en évidence différents enjeux locaux et globaux, et des enjeux sociaux, économiques et aussi politiques. Le médicament génère une vitalité commerciale et économique certaine, mais peut aussi poser des problèmes de santé publique. Donc l'objectif global de ce projet est d'étudier les réalités qui entourent le marché global du médicament en termes de demande, en termes d'offres, en termes de demande dans des pays du Sud, où les enjeux autour de la santé publique sont particulièrement importants. Donc on a 3 objectifs spécifiques, qui sont tout d'abord d'analyser les processus de la globalisation pharmaceutique, de comparer différents systèmes pharmaceutiques au Sud,
et d'étudier les impacts santé publique et également de santé individuelle de la consommation pharmaceutique. Voilà. Ce projet est assez original puisqu'il permet d'étudier à la fois, de proposer à la fois une analyse des modes de distribution des médicaments à la fois formels et informels. Et dans la littérature, c'est beaucoup les aspects informels qui sont regardés. Or, nous, on pense qu'évidemment, on ne peut pas regarder l'informel sans regarder le formel. Donc, en fait, on propose une analyse globale du système. Et il est également original parce qu'il permet donc la comparaison entre différents pays en prenant en compte les circulations transfrontalières de médicaments. L'ambition théorique de ce projet est de confronter le phénomène actuel de la globalisation du marché du médicament aux analyses du néolibéralisme économique et politique. C'est un peu ça l'ambition théorique. Et on a deux hypothèses fortes qui sont que les modes de distribution des médicaments au sud sont le résultat d'un processus de marchandisation du médicament qui est à l'œuvre à la fois dans le secteur public, dans le secteur privé, dans le secteur informel. La marchandisation du médicament, c'est en fait un processus qui met en évidence que la valeur marchande du médicament prend le pas sur la valeur thérapeutique du médicament. C'est plus la valeur marchande qui importe. Deuxième hypothèse forte, c'est que les modes de distribution des médicaments ont un impact sur les modes de consommation. Donc, les modes de distribution ont un impact sur les usages du médicament. Et qu'en gros, en fonction des modes de distribution, plus les modes de distribution sont libéraux, sont larges, et plus la consommation va augmenter et va être, on va dire, irrationnelle d'un point de vue biomédical. Voilà, c'est la deuxième hypothèse qu'on va donc vérifier à travers ce projet. Donc, pourquoi est-ce qu'on travaille sur les CTA, ACT contre le palu? C'est évidemment très pertinent au niveau international, mais en Afrique de l'Ouest particulièrement. Pourquoi? Donc, parce que tout d'abord, à partir du moment où les CTA ont été... il y a eu une recommandation internationale autour des CTA contre le paludisme, il y a une arène d'acteurs transnationaux qui s'est mise en place, avec en tout premier acteur l'organisation Médecins sans frontières, évidemment l'OMS, et puis ensuite des fondations comme le Global Fund, des industries, non d'ailleurs le Global Fund c'est pas une fondation, d'autres fondations, voilà, et aussi d'autres ONG. Ensuite, les CTA ont stimulé l'innovation pharmaceutique au Sud à travers différents mécanismes, mais notamment des mécanismes de partenariat public-privé comme le partenariat DNDi, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, c'est Drug for Neglected Disease Initiative. Voilà. Et ces CTA ont donc mis en évidence une sorte de compétition entre des firmes d'origine occidentale et des firmes des pays du Sud, particulièrement l'Inde et la Chine. Les CTA, une fois qu'ils arrivent sur le marché, se confrontent au réseau de distribution publique, privée et informelle qui existe déjà dans les pays. Donc c'est intéressant de décrire cette confrontation. Ensuite, au niveau des usages, le paludisme génère des perceptions populaires assez larges, très larges, on va en reparler un petit peu après, qui génèrent une importante automédication. Je vais y revenir après. Mais du coup, on se demande comment est-ce que les CTA s'adaptent, comment est-ce que les CTA sont peut-être réappropriés par les personnes au regard de ces perceptions larges du paludisme. Et enfin, il y a une question de santé publique majeure autour de la résistance au CTA, qui, on va y revenir aussi, mais a émergé ici, au Cambodge, frontière Cambodge-Thaïlande. Et donc, il y a un enjeu majeur de la diffusion, de la non-diffusion de cette résistance de l'Asie à l'Afrique, où le paludisme pose un problème de santé publique majeur, avec un taux de mortalité et de morbidité très important. Dans ce projet, donc en Afrique de l'Ouest, on s'intéresse au Bénin et au Ghana, et c'est très intéressant de comparer le fonctionnement pharmaceutique des pays francophones et des pays anglophones d'Afrique, qui ont un fonctionnement très différent. Donc une législation et des modes de distribution pharmaceutique très différents. Le Bénin, en gros, la législation pharmaceutique amène un contrôle très fort de l'État sur la distribution, alors qu'au Ghana, l'État laisse volontairement une marge de manœuvre plus grande aux acteurs économiques.
Au Bénin, les approvisionnements en médicaments viennent majoritairement, enfin il y a des liens majoritaires très forts entre l'Europe et notamment la France, alors qu'au Ghana, on a une ouverture plus grande vers les pays, notamment émergents d'Asie. Au Bénin, le système s'organise autour de 6 grossistes, alors qu'au Ghana, on en a plus de 600. Je vais y revenir après. Au Bénin, on a le monopole du pharmacien. Les médicaments doivent être, selon la législation, uniquement vendus dans des pharmacies sous la supervision d'un pharmacien. Mais par contre, on a un marché informel du médicament qui est très fort. Au Ghana, par contre, on a 2 licences de distribution, celle des pharmaciens dans les pharmacies et celle des drugstores, donc de personnes qui n'ont pas un diplôme de pharmacien, qui sont des commerçants et qui distribuent sans prescription différentes catégories de médicaments. On se demande quel est l'impact de ces différences de législation et de mode de distribution sur la consommation et les usages des médicaments dans les 2 pays. Et puis, on a voulu s'intéresser aussi à l'Asie du Sud-Est. Pourquoi ? Tout d'abord pour continuer la comparaison des systèmes pharmaceutiques. Il semblerait, pour l'instant, d'après nos premières investigations, que le Cambodge se situerait un petit peu entre ces 2 systèmes que je viens de décrire rapidement. Ensuite, ça permet de comparer également les types de produits en circulation entre l'Asie du Sud-Est et l'Afrique de l'Ouest. Et ça permet également d'essayer de réfléchir autour de cette question des résistances aux antipaludiques. Donc tous les antipaludiques, la résistance a toujours démarré à ce même endroit, à la frontière Cambodge-Thaïlande. Et c'est également le cas pour les CTA. Donc la résistance a également démarré à cet endroit-là. Et donc, comme je l'ai dit, il y a vraiment un enjeu très important de la diffusion de cette résistance de l'Asie à l'Afrique. Et donc, on se demande il y a beaucoup de facteurs qui expliquent la résistance, mais parmi ces facteurs-là, il y en a un qui tient à la consommation irrationnelle de médicaments. Et donc, selon nos hypothèses dans le projet, on se demande s'il y a des types de consommation particulière du médicament à cet endroit-là, dans cette région-là, qui pourraient être expliqués peut-être par des types de distribution spécifiques du médicament. Donc du coup, on veut essayer de regarder sur les usages et la distribution comment ça se passe. Voilà, donc c'est un projet qui se décline en 6 work packages. Le premier porte sur la circulation et la distribution des médicaments au Bénin et au Ghana. Le deuxième sur les usages des médicaments par les familles au Bénin et au Ghana. Dans ces 2 pays, on travaille en milieu urbain et rural. Le troisième work package est un work package épidémiologique, donc sur la consommation pharmaceutique, toujours au Bénin et au Ghana. Le 4e work package porte sur les questions de régulation et de production des CTA. Et enfin, le work package 5, qui se passe au Cambodge, avec elle et Malinda, porte donc sur les modes de distribution détaillants et les usages du médicament par les familles au Cambodge. Alors, je vais vous présenter quelques résultats préliminaires sur le Bénin et le Ghana. On va revenir sur cette question de distribution très différente entre les 2 pays. Tout d'abord la distribution grossiste. Donc rapidement, on a au Bénin tout d'abord la distribution grossiste publique. On a un grossiste public au Bénin qui s'appelle la Centrale d'achat des médicaments essentiels, qui s'approvisionne par appel d'offres et également par le biais des acteurs transnationaux tels que le Fonds mondial. La CAME distribue uniquement au secteur public, et donc dans les hôpitaux et les centres de santé publics. Et les médicaments, donc les CTA subventionnés, passent seulement par la voie de la CAME. Au Ghana, par contre, on a aussi un grossiste public, le Ministry of Health, avec 2 agences étatiques. Eux, ils s'approvisionnent aussi par appel d'offres, également à travers les acteurs transnationaux, mais aussi auprès des grossistes privés. Et puis, ils distribuent majoritairement les centres de santé publics, mais aussi les centres de santé privés. Et donc, les CTA subventionnés au Ghana passent par ce grossiste public, mais également par les grossistes privés, par les nombreux grossistes privés dont je vais parler après. Donc, on se rend compte qu'au Bénin, on a un système dans lequel le grossiste public a une part très importante, avec un système bien segmenté entre le public et le privé, alors qu'au Ghana, on a les 2 secteurs publics et privés qui sont beaucoup plus entremêlés. En ce qui concerne la distribution privée, c'est là où on a les plus grosses différences. On a 5 grossistes privés au Bénin qui n'ont pas le droit de faire, donc leur activité à eux est très très régulée par la loi. Ils n'ont pas le droit de faire de promotion pharmaceutique, ils ne peuvent pas faire la promotion des médicaments. Ils doivent chacun distribuer au moins 90% des médicaments autorisés dans le pays. Donc en gros, ils distribuent tous la même chose. Et ils ne sont pas en compétition financière les uns entre les autres parce que les prix des médicaments sont fixés au Bénin par l'État. Et ils ne doivent approvisionner que des pharmacies.
À l'opposé de ça, on a le Ghana, où il y a plus de 600 grossistes privés, dont certains sont importateurs et dont une bonne part d'entre eux sont aussi détaillants. Donc ils sont à la fois grossistes et détaillants. Alors eux, ils ont le droit de faire la promotion des produits à travers leurs nombreux sales representatives. Ils ne distribuent pas du tout l'ensemble des médicaments autorisés, ils peuvent distribuer que quelques médicaments. Par exemple, un grossiste ghanéen qui est en lien avec une petite firme indienne, par exemple, ou allemande même, et qui distribue uniquement les produits de cette firme-là. Ils sont en compétition financière entre eux, puisque les prix des médicaments ne sont pas fixés par l'État au Ghana, mais sont laissés au libre jeu du marché. Et enfin, ces grossistes privés distribuent les pharmacies, les drugstores, mais aussi les centres de santé publics et privés, et on l'a vu sur le terrain aussi tous les nombreux acteurs, y compris informels, qui viennent s'approvisionner chez eux. Donc le business autour du médicament est beaucoup plus visible dans cette distribution grossiste au Ghana qu'au Bénin. Et on en a un exemple à travers, je vous ai mis une petite photo du business du médicament. Voilà, à travers un endroit qui est assez intéressant qui s'appelle Okaishi, le marché Okaishi au Ghana, qui est vraiment la place centrale du médicament au Ghana. Voilà, donc Okaishi is the main place you can get almost all the products you need in Ghana. Peut-être que ça va pouvoir vous faire un petit peu penser au marché olympique ici au Cambodge. Donc peut-être vous avez. Donc le marché Okaishi, il y a 7 gros buildings dans lesquels plus d'une centaine de sociétés travaillent autour du médicament, mais ça se situe à l'intérieur de ces buildings-là. À l'extérieur, par contre, on a beaucoup de marchands ambulants, d'étals, qui vendent tout type de marchandises, et donc ça fait qu'on a vraiment l'impression d'être dans un marché quand on est dans cet endroit-là. La plupart des sociétés qui travaillent là ont des licences et vendent des médicaments autorisés, donc on est vraiment dans un secteur formel, à l'opposé d'autres choses qu'on a pu observer par exemple au Bénin avec le marché informel, mais là on est vraiment dans le formel. Il y a des prix qui sont très intéressants dans cet endroit-là pour les clients, notamment pour les détaillants. Et c'est un endroit où absolument il faut aller quand on est dans le business du médicament au Ghana, il faut absolument passer par là. Donc, je vous ai mis quelques photos pour vous montrer un petit peu cet endroit qui, à l'extérieur, ressemble vraiment à un marché. Et puis, on a ces gros buildings là, comme celui-là, WEFCO House, donc là, qui est rempli de sociétés qui travaillent dans le médicament. Ça, c'est une vue de l'intérieur d'un des buildings, avec notamment là les cartons d'un des grossistes qui travaillent dans le marché. Alors maintenant, on va voir un petit peu quels sont l'impact de cette régulation différente et de ce système de distribution différente sur la distribution détaillante et sur les usages. Alors on sait que pour une maladie, différents traitements sont régulièrement mis en évidence par les autorités sanitaires et que les recommandations sont régulièrement modifiées, comme c'est le cas pour le paludisme, pour lequel on a régulièrement des recommandations de différents médicaments, mais les individus eux-mêmes s'habituent, évidemment, ont des habitudes de consommation qui se mettent en place, des habitudes de médicaments qu'on ne peut pas forcément facilement éluder. En anthropologie, on parle d'appropriation d'un médicament par les individus quand les individus utilisent de leur propre chef et selon leur propre perception et logique les médicaments. Bien entendu, les individus s'automédiquent avec des médicaments qu'ils se sont appropriés. Pour revenir au paludisme, depuis 2004, les programmes nationaux de lutte contre cette maladie au Bénin et au Ghana recommandent donc les CTA, mais les gens, évidemment, pratiquent de nombreux traitements contre cette maladie depuis longtemps. Au Bénin, les médicaments, les CTA subventionnés ont été mis en place uniquement dans les centres de santé publics et auprès des community workers depuis 2008. Par contre, au Ghana, dès 2005, on avait des médicaments, en raison de ces différences de régulation et de mode de distribution, on avait des médicaments, des CTA peu chers, qui étaient distribués dans le secteur privé. Différentes études ont montré qu'en cas de paludisme, les individus ont recours majoritairement au secteur privé et au secteur informel, qui est situé près de leur déplacement quotidien, on va dire. Donc en gros, les études montrent que pour le paludisme, les gens ne vont pas vraiment recourir au secteur public, au centre de santé, ils vont aller directement acheter des médicaments dans le secteur privé et informel. Donc le secteur privé au Ghana, c'est donc les pharmacies et les drugstores. Au Bénin, le secteur privé, ce sont les pharmacies, des dépôts pharmaceutiques en milieu rural et puis de nombreux vendeurs informels. Voilà. Autour de ces différentes informations, il y a plusieurs questions qui se posent. Tout d'abord,
comment fonctionne le recours au marché, au secteur privé? Comment fonctionne-t-il? Est-ce que c'est sur la base plutôt de prescriptions médicales, de conseils des vendeurs ou bien d'automédication? Et comment est-ce que les CTA, du coup, intègrent les habitudes de consommation des individus? Et est-ce qu'on peut parler d'appropriation de ces médicaments? Alors là, je vous ai mis quelques pourcentages des différentes manières selon lesquelles les individus demandent un médicament dans les pharmacies et aussi auprès du secteur informel. Généralement, quand les gens se rendent dans une pharmacie, en gros, soit ils demandent directement le médicament qu'ils veulent, je voudrais du paracétamol, de l'ibuprofène, de l'amoxicilline, ou alors ils viennent avec une ordonnance qu'ils présentent au vendeur, ou alors ils demandent des conseils au vendeur. J'ai mal à la tête, j'ai mal au ventre, qu'est-ce que je pourrais utiliser, qu'est-ce que vous pouvez me proposer? En fait, on se rend compte que dans la grande majorité des cas, c'est la demande directe de médicaments qui se déroule. C'est-à-dire que les gens viennent très majoritairement demander directement le médicament qu'ils veulent. Il y a finalement assez peu de prescriptions. Les gens viennent assez peu avec une ordonnance dans les pharmacies. Et ils exposent leurs symptômes assez peu aux vendeurs, finalement. Ils viennent assez peu demander aux vendeurs des conseils. Au Ghana, on a un petit peu la même chose, à part que le fait d'exposer ces symptômes est plus important. C'est-à-dire qu'apparemment, au Ghana, les gens se fient un petit peu plus aux conseils des vendeurs qu'au Bénin. On a toujours la demande directe de médicaments qui est vraiment la modalité principale. Donc, en gros, que ce soit au Bénin ou au Ghana, les gens sont très souvent leurs propres prescripteurs. Donc, se met vraiment en avant la question de l'automédication, qui, évidemment, peut poser des problèmes d'un point de vue biomédical. Au Ghana, les conseils des vendeurs, donc je l'ai dit, a un rôle plus important. Et on se rend compte qu'il n'y a pas de prescription dans les drugstores. Les gens ne vont pas dans les drugstores avec des ordonnances, en fait. Avec des ordonnances, ils vont plutôt en pharmacie. Et on se rend compte que finalement, on a l'impression pour l'instant que la situation qu'on observe auprès de l'informel, donc des vendeurs informels au Bénin, est un peu similaire à celle des drugstores au Ghana, avec peu de prescriptions, mais un rôle de conseil assez important des vendeurs. Et même si les conseils des vendeurs représentent un pourcentage assez peu important, on s'est rendu compte en fait à travers nos études que c'était important de travailler sur cette question-là, et notamment d'arriver à démêler quelles sont les logiques des vendeurs et quelle est finalement un peu la dialectique autour des intérêts économiques des vendeurs. Ce sont des commerçants qui travaillent dans des magasins par rapport aux exigences de la santé publique. Donc arriver un petit peu à démêler les choses autour de ces deux pôles. Et maintenant, quelles sont un peu les influences de ces informations-là sur les usages des médicaments, plus particulièrement pour le paludisme? Donc le paludisme est une maladie, je l'ai un petit peu dit, en Afrique de l'Ouest, qui a des perceptions très larges. Et en gros, les perceptions populaires du paludisme n'ont pas grand-chose à voir avec les perceptions biomédicales du paludisme. Pour faire simple, le palu, c'est pas le paludisme. Donc tel que les gens perçoivent le palu, c'est bien en décalage avec le paludisme des médecins. En gros, le palu est perçu comme une maladie fréquente, régulière, pas vraiment dangereuse, une maladie plutôt bénigne, même si les gens de plus en plus perçoivent de possibles aggravations de cette maladie. Il n'y a pas de lien direct et unique entre le moustique et le palu. Il y a beaucoup d'autres causes, selon les perceptions populaires, de cette maladie, notamment le soleil, les travaux difficiles à proximité d'une source de chaleur, également certaines nourritures, l'environnement, la pluie, la poussière, etc. Et également des soucis, les soucis qu'on a, les tracas, etc. Donc c'est finalement une maladie avec des causalités très très larges. Voilà. Il semblerait qu'au Ghana, les perceptions populaires se rapprochent un peu plus des perceptions biomédicales, notamment en ville à Accra, qu'au Bénin. Et ce qui est intéressant, c'est que selon ces perceptions populaires du paludisme, les gens doivent pratiquer des traitements curatifs, mais aussi préventifs contre cette maladie. Traditionnellement, selon les perceptions populaires du palu, donc, les gens doivent pratiquer de la prévention parce que le palu est perçu comme une maladie qui peut survenir à différents moments en fonction des éléments extérieurs, etc. Donc les gens pratiquent de l'automédication préventive à la base à partir de tisanes, beaucoup, à travers donc des herbal medicine. Et de plus en plus, il y a un glissement de l'utilisation des tisanes vers l'utilisation des médicaments pharmaceutiques. Donc les gens pratiquent beaucoup de prévention du palu avec des médicaments pharmaceutiques.
Au Bénin, pour revenir sur les CTA, depuis 2013, on se rend compte qu'il y a Non, jusqu'à 2013, les CTA étaient peu utilisés en automédication par les familles, finalement, qui préféraient toujours d'anciennes molécules, alors que la recommandation des CTA, c'est 2004. Elles ont été distribuées de manière peu chère à partir de 2008, et c'est qu'à partir de 2013 qu'on observe une utilisation un petit peu des CTA. Mais en gros, il y a une grosse différence entre les prescriptions des médecins qui sont basées sur les CTA, les conseils des vendeurs qui sont aussi basés sur les CTA, et la demande des individus qui se pratiquent toujours à travers d'autres molécules, chloroquine, quinine, sulfadoxine, pyrimétamine. Donc on se rend compte que finalement il y a une appropriation assez récente au Bénin, qui est très lente et récente des CTA, plus en milieu urbain et plus par les couches les plus favorisées de la population. Et on l'a dit, il n'y a pas de CTA peu cher dans le secteur privé, alors que les gens vont plutôt dans le secteur privé quand ils ont un palu. Et on constate que petit à petit se met en place avec les CTA, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, avec ces pratiques préventives contre le palu. Donc, se met en place on va dire, un mode irrationnel d'utilisation des CTA en prévention, alors que ce n'est pas du tout ce que recommande la biomédecine, et que ça peut donc poser des problèmes de résistance. Voilà. Donc, par exemple, les gens vont utiliser les CTA comme ils le faisaient avant avec la chloroquine, tous les 3 jours, pendant 3 jours, tous les 3 mois, voilà, selon différentes modalités. Au Ghana, par contre, on se rend compte qu'il y a une utilisation beaucoup plus importante des CTA en automédication par toutes les classes sociales et aussi en milieu rural. Mais je l'ai dit tout à l'heure, il y avait des CTA peu chers depuis beaucoup plus longtemps dans les drugstores au Ghana. À côté de ça, on se rend compte qu'il y a d'autres classes thérapeutiques qui apparaissent importantes dans le traitement du palu, de ce que les gens appellent palu, et donc notamment des antipyrétiques, des anti-helminthiques, donc des médicaments contre les vers, des antibiotiques, des vitamines, des anti-inflammatoires, donc tout un tas de médicaments qui sont aussi utilisés contre le palu au Bénin. Et au Ghana, ces médicaments ne sont pas toujours associés à la malaria, mais par contre, ils sont aussi consommés de manière importante au quotidien. Ces autres classes thérapeutiques dont j'ai parlé. En gros, on peut dire qu'il y a différents usages des CTA entre le Bénin et le Ghana, et on se rend compte déjà qu'il y a un impact donc, de la distribution grossiste et détaillante des médicaments sur les pratiques des individus. Mais bien sûr, il faut qu'on aille au-delà et qu'on essaie de décrire un petit peu les logiques d'appropriation de ces médicaments en automédication pour voir un petit peu s'il y a vraiment des problèmes des décalages avec les recommandations biomédicales et donc des usages irrationnels. Et au-delà des CTA, on l'a vu, on a mis en évidence d'autres classes thérapeutiques qui apparaissent importantes et qui donc font bien le lien avec ce qu'on va voir maintenant au Cambodge, où ces classes thérapeutiques sont aussi bien utilisées. Je présente notre travail collectif au Cambodge. On a essayé de démarrer depuis janvier, avec quelques difficultés pour la mise en place du partenariat, donc on a pris du retard et aujourd'hui on va vous présenter, on va dire, des résultats exploratoires. On a fait des entretiens exploratoires, des opérations exploratoires et normalement tout devrait se mettre en ordre, on espère en septembre, pour bien démarrer. Et ce projet doit se terminer en juin 2016. Donc en fait, comme Karine expliquait, les ACT sont considérés vraiment comme une porte d'entrée pour comprendre le marché du médicament au Bénin, au Ghana. Et ils sont considérés aussi, en fait, ils sont au Bénin, au Ghana, c'est pour vraiment traiter une maladie du quotidien qui est perçue comme bénigne. Au Cambodge, ça ne fonctionnait pas parce que le paludisme, c'est surtout dans les zones reculées, près des forêts. Donc ça concerne vraiment les migrants, les gens qui travaillent dans les forêts. Donc on s'est rendu compte, à travers ces premiers entretiens, que ce qui, comme maladie bénigne qui revenait de manière récurrente, c'était le bdasal. Donc qui signifie, on peut traduire en anglais common cold, common flu, et en français, on dit souvent on a la crève, on a un rhume. Et c'est vrai que ça correspond à des choses très différentes en fonction des uns et des autres. Alors notre objectif principal, c'est de partir des traitements pour le soin des maux quotidiens pour le bdasal, donc pour comprendre des caractéristiques générales du système pharmaceutique cambodgien et particulièrement, comme Karine expliquait, les
les usages et les pratiques des détaillants et leurs conséquences individuelles et au niveau de la santé publique. Nous avons plusieurs sous-objectifs, donc de comprendre un peu les lois, d'abord qui gouvernent le système de distribution, comprendre la redistribution des médicaments, et puis ensuite les usages par les familles, et de comparer ensuite avec les systèmes pharmaceutiques du Bénin et du Gabon. Donc dans ces trois pays, la méthode c'est de travailler à la fois en zone urbaine et rurale. Nous avons choisi Phnom Penh parce que c'est la capitale et le centre où circulent la plupart des médicaments. C'est aussi là où sont toutes les compagnies, principalement. Il y a aussi des compagnies qui produisent des médicaments en province de plus en plus, mais tout est quand même centralisé sur Phnom Penh et les institutions de régulation sont aussi basées à Phnom Penh, donc c'était important d'avoir des échanges avec tous ces différents types d'acteurs. Après Battambang, puisqu'au départ le projet était centré sur les ACT, et la résistance émerge toujours dans cette région. Donc c'est toujours assez intéressant de comprendre des usages spécifiques dans cette zone, des modes de distribution spécifiques également. Donc cette partie sera approfondie dans un second temps. Aujourd'hui, on va vous parler plus de ce qui se passe à Phnom Penh. Plus précisément pour notre méthode, on doit faire des entretiens avec une trentaine de familles et ensuite faire un suivi de leur consommation des médicaments pendant 3 mois. Et donc comme ça, on voit un peu l'évolution des problèmes de santé qu'ils rencontrent, ce qu'ils peuvent faire en prévention, de manière globale pour la santé. Ensuite, on va faire des entretiens et compléter nos entretiens, nos observations auprès des détaillants, et puis faire des entretiens avec des officiels, des représentants. Alors, pour parler des résultats, donc le DASAI, c'est une catégorie qui est utilisée pour différents désordres de santé, le nez qui coule, des maux de tête, mal de gorge, la toux, fièvre, et on distingue au Cambodge le DASAI Touille, le DASAI Tom. Le Tom, c'est le grand, c'est avec souvent de la fièvre, et ça fait penser donc au palu, au Bénin, au Ghana, puisqu'il y a de la fièvre. Et on peut avoir le DASAI toute l'année, quand le temps change, quand il y a du vent, ou maintenant, pour ceux qui ont la clim, à cause de la clim. Donc là, je vais vous présenter quelques médicaments et pratiques de santé qui sont utilisés donc, pour soigner le DASAI, pour illustrer donc, quelques caractéristiques des usages des médicaments au Cambodge et du système pharmaceutique. Pour commencer, on parle beaucoup du Plain Cola, qui est donc connu sous le terme baume du tigre en Europe, mais Tiger Balm, c'est finalement une marque, donc on le trouve également ici. Et donc là, j'ai fait juste une photo pour illustrer. Il y en a beaucoup qui viennent de Thaïlande. Le plus populaire, c'est le Plain Cola Tapek, avec le vieux monsieur chinois. On le trouve vraiment partout, il n'est pas très cher. Et puis il y en a d'autres qui viennent d'Indonésie, qui sont aussi pas très chers, et d'autres produits au Cambodge. Mais il y a une gamme beaucoup plus large que sur cette photo de baume du tigre au Cambodge, à compléter avec le temps. Après le coquiol, c'est vraiment un usage du Plain Cola finalement pour soigner le DASAI qui ressort souvent, qui est une pratique traditionnelle pour faciliter la circulation du sang, le vent dans les conduits, qui sont à la fois les tendons, les nerfs, les vaisseaux, et donc ça consiste en 20 minutes de grattage jusqu'à 1 heure pour faire circuler le vent, et c'est beaucoup utilisé. Après, ce qui est intéressant par rapport au coquiol, c'est l'articulation avec les médicaments pharmaceutiques. Il y a des personnes qui nous expliquent que le coquiol a les médicaments pharmaceutiques ont plus d'efficacité s'il y a le coquiol avant. Il y a aussi une histoire un petit peu de dépendance avec ce coquiol. Quand on commence à le faire, on ne peut plus s'arrêter à chaque fois qu'on a ses premiers symptômes de DASAI. Il faut faire ce coquiol. Donc l'articulation est intéressante pour cette question de gain d'efficacité. Alors après, au niveau des détaillants, en parallèle donc, aux pratiques néo-traditionnelles, populaires, parce qu'ils prennent aussi beaucoup le tteokgyeol, l'eau chaude avec du
payer une consultation, alors qu'un vendeur dans une pharmacie, pas loin de sa maison, peut donner des conseils et donner des médicaments efficaces. Donc la plupart vont près des maisons aussi, chez des détaillants qui sont enregistrés ou des cliniques privées. Donc le secteur informel ne sort pas de manière majoritaire, on est vraiment à une période où il y a une régulation de plus en plus forte dans les pharmacies. Donc l'informel existe, mais les personnes qu'on rencontre vont plus rarement dans les voir et ces vendeurs informels diminuent aussi, il semble. Parce que depuis 2010, voilà, les autorités mettent pression pour que les informels s'enregistrent et il y a des visites régulières des inspecteurs chez ces différents détaillants. Donc je vous présente les trois types de licences qu'il y a aujourd'hui, trois types de lieux où on peut acheter des médicaments. Donc la licence des pharmacies, donc les pharmacies peuvent vendre à peu près toutes sortes de médicaments et il y a toujours une licence de pharmacien. Après il y a les dépôts A et les dépôts B. Donc dépôts A c'est avec les licences des pharmaciens assistants et dépôts B avec les licences des infirmières et des sages-femmes retraitées. Donc en fait c'est suite au Khmer Rouge il n'y avait plus assez de pharmaciens, donc ils ont décidé d'accepter des formations plus rapides et d'étendre la possibilité d'ouvrir des outlets par des professionnels de santé qui ne sont pas des pharmaciens. Et depuis 2005, ils ne délivrent plus ce type de licence. Donc ces dépôts A, dépôts B devraient fermer progressivement. Et après, les endroits où on vont acheter des médicaments, c'est les cliniques privées. Donc normalement, les cliniques ne sont pas autorisées à vendre des médicaments, mais elles le font de la même manière que dans les pharmacies. Et il faut pas payer les consultations, vous payez les médicaments. Un peu l'inverse de ce qui est écrit dans la loi. Alors, ce qu'on constate, ce qui a déjà été documenté dans la littérature, c'est que ces pharmacies sont souvent sans pharmacien. Dans ces trois types de outlets, j'ai du mal à traduire outlet, structure, merci. Donc les professionnels de santé sont majoritairement absents de ces structures. Et ils travaillent dans d'autres milieux. Les pharmaciens, par exemple, on les retrouve souvent travaillent plus souvent dans les compagnies pharmaceutiques ou les institutions internationales. Les pharmaciens louent leur licence donc à des structures qui vendent des médicaments. Et la plupart du temps, ces structures sont gérées par des vendeurs en pharmacie qui ont suivi une formation de 3 mois au ministère de la Santé, pas toutes, mais un petit peu. Ils apprennent sur le terrain. La plupart sont en fait dans ces pharmacies, on voit que c'est vraiment des histoires familiales. Il y a toujours quelqu'un dans la famille qui travaille dans un hôpital ou dans le milieu de la santé. Donc il y a des professionnels de santé qui travaillent à l'extérieur, des vendeurs, et donc il y a un savoir sur la médecine et les médicaments et qui se transmet de génération en génération. Il semblerait. Tout ça, ce sont des résultats exploratoires à confirmer le mois prochain. Après, la plupart des personnes avec qui on a discuté, donc, on voit qu'ils appellent PET les vendeurs en pharmacie. Donc il n'y a pas vraiment de distinction entre les docteurs, tous les professionnels de santé sont appelés PET, y compris les vendeurs en pharmacie qui ne sont pas des pharmaciens. Donc les vendeurs qui n'ont pas de qualification sont considérés comme des personnes qui ont une expertise et un vrai savoir sur la santé et les médicaments. Alors là, je vous parle un petit peu des interactions entre les usagers et les vendeurs. Les différents recours pour se soigner pour le DASA, on voit des personnes qui savent exactement quels médicaments elles veulent. Donc elles demandent souvent des OTC, des over-the-counter drugs, qui peuvent être des médicaments qui peuvent être vendus sans ordonnance. Donc ce qui ressort très souvent, c'est des Coljan, Procol, Doliprane, Tifi, Poldamide. Et il y a eu beaucoup de promotions à travers les médias de ces médicaments. Et les détaillants nous disent que souvent, quand la pub s'arrête, les gens arrêtent de consommer ces médicaments.
Donc là, juste une photo pour illustrer ces différents médicaments qui viennent principalement de France, d'Inde et Indonésie. Après, il y a les clients qui viennent avec des anciennes tablettes vides pour montrer aux vendeurs le médicament qu'ils souhaitent renouveler parce que ça a été efficace les dernières fois et qu'il associe les symptômes présents avec un autre fruit. Après, en dernier lieu, en fait, c'est les personnes qui arrivent chez les détaillants et qui demandent des Namson. Donc ça, c'est la fameuse pratique des mix médecines, des cocktails, qui est assez répandue au Cambodge, et pas que au Cambodge, en Asie du Sud-Est. Et donc ça consiste vraiment en la préparation de sachets avec un certain nombre de comprimés dedans et qui sont vendus pour plusieurs prises. Et on a fait quelques photos. Malinda a été acheter des médicaments pour soigner son passage fictif et on a emmené un petit exemplaire à vous montrer. Donc là, on voit vraiment la diversité, les quatre cocktails sont très variés, n'ont aucune ressemblance. Après, il y a souvent la présence de paracétamol, vitamines, antibiotiques, souvent en double, avec des couleurs très différentes, attractives. La couleur a l'air importante. Certains ont des présences d'anti-inflammatoires, parfois médicaments qui font dormir. Et c'est assez difficile d'identifier les médicaments. On a été dans une pharmacie pour demander de l'aide pour les interpréter, mais même pour un pharmacien, il y a tellement de comprimés qui se ressemblent, c'est très compliqué d'interpréter ces cocktails, et pas forcément que pour les anthropologues. Et donc, juste pour montrer qu'au Ghana, ils ont aussi trouvé un cocktail, c'est pas une pratique massive, mais qui se fait également. Juste, on va vous présenter quelques extraits d'interactions client-vendeur pour le Dasai. Donc, I would like medicine for Dasai. Namson, yes. Do you cough? A little. For how many days you want? 2 days. Et le vendeur donc, a donné 3 sortes de médicaments avec des couleurs différentes. On en a reconnu 2, des codes amoxicilline. Et le client a payé à peu près $2. Et il nous a dit que 2 jours, c'était suffisant en général pour être soigné. Second extrait, donc medicine for Dasai, and my throat is scratchy. Since how many days? 1 day. For how many days you want medicine? 2 days. You prefer medicine which make you sleepy or not? You work at school? Don't want to feel sleepy. Do you cough? Yes, a little. Et le vendeur a préparé 5 médicaments. I would like un dernier extrait. I would like 1 Panadol and Namson for Dasai to swallow 2 times. Do you cough? Do you have fever? My throat is scratchy and I have a little bit fever. Et le vendeur a composé 4 médicaments. Alors, on remarque évidemment que les consommateurs, on sent que pour chaque symptôme, il faudrait un comprimé différent. Donc, quand ils énumèrent un certain nombre de symptômes, il faudrait le même nombre de médicaments, un comprimé par symptôme. Après, les consommateurs ont l'habitude, pas qu'au Cambodge, mais d'arrêter les traitements une fois qu'ils se sentent mieux. Donc ça, c'est un problème pour la résistance aux médicaments. Les consommateurs aussi ont l'habitude, comme on a vu, de dire aux vendeurs la durée. Donc ça, c'est vrai que c'est très fréquent qu'ils décident la durée du traitement. Et après, il y a la question des couleurs qui est assez redondante. Il y a beaucoup de choses à dire, mais c'est juste pour vous donner une petite idée. Alors pour conclure, donc, comme au Bénin et au Ghana, donc, se centrer sur les médicaments pour les maux du quotidien permet à la fois de comprendre les perceptions de la santé, en général, comment les gens prennent les médicaments et les pratiques associées aussi, et de mettre en évidence des consommations irrationnelles de médicaments, une distribution irrationnelle, mais qui est légitime de leur point de vue. Et après de voir quels sont les médicaments qui sont utilisés régulièrement, comme les médicaments pharmaceutiques, mais traditionnels, les OTC, les antibiotiques, et après de voir l'origine des médicaments, parler de la circulation des médicaments
l'équipe au Ghana, du Ghana et du Bénin et de France.